Allez, let's go. Let's go. Alors... Il y a mes modos qui me demandent pourquoi je fais un live à 8h du matin. Mais c'est normal, parce que j'ai pas envie de faire un live ce soir. Du coup, j'en profite là maintenant pour débriefer un peu le film. Comme ça, vous avez la rediff sur Goldie Soul. Goldie Soul, on va dire, un live. Vous aurez la rediff là-bas. Et si vous voulez écouter mon avis sur le film Red, eh bien, ce sera carré. Alors, c'est parti. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, que tout se passe pour le mieux, vous avez passé des bons week-ends. Alors pour ma part, vous le savez certainement, mais je vous avais déjà dit que moi, le film Red ne m'intéressait pas du tout. Et je savais pourquoi le film ne m'intéressait pas, parce que je me doutais bien que ce serait du full fan service. Et il n'y aurait pas grand chose à en tirer, ce qui a été le cas, bien sûr. Sur ce côté-là, j'ai pas été surpris. Mais disons que qu'est-ce qui m'a amené justement à aller voir le film? C'est ça la question à se poser. Qu'est-ce qui m'a amené à aller voir le film Red? Bah en fait tout simplement la gratuité, les gars. La gratuité, c'est ce qui m'a amené à aller voir le film, parce que moi au départ j'avais prévu de ne pas aller le voir. Mais on m'a proposé un billet gratuit, une place gratuite pour aller voir ça. Et bah j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'était le week-end. J'avais rien à faire. Puis c'était dans mes heures où je pouvais bouger. Du coup, je suis parti à Paris pour aller voir ça. Et du coup, bah voilà, c'est que c'est dans ces circonstances-là en fait que j'ai été amené à aller voir le film One Piece Red. Alors, là où j'étais assis, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, là où j'étais assis, il y avait une rangée, il y avait que des youtubeurs, et moi j'étais trop content parce que personne me connaissait, et ça, j'ai kiffé, et j'étais trop content, et c'est là à ce moment-là je me suis dit, ah ben ok, c'est cool, parce que comme personne me connaît, bah du coup c'est sympa. C'est sympa, je peux vivre mon film tranquille, être comme un fanboy normal, sans trop me casser la tête. Et puis voilà, j'ai pris plaisir. J'ai pris plaisir. J'ai vu à quel point la communauté, c'est des malades. Mais on a passé un super bon moment. Et du coup, en termes d'ambiance, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Alors, c'était quoi le nom du ciné? Tu sais, c'était le ciné, pour ceux qui habitent à Paris, c'était le cinéma du côté de Bercy Village. Je sais pas si vous connaissez, s'il y en a qui sont à Paris et qui connaissent. C'est du côté de Bercy Village. Du coup, j'étais là-bas, c'était l'une des plus grandes salles. Voilà, donc j'ai vu Mademoiselle Soso. Voilà, il y en a, ils l'ont vu au Grand Rex, je crois que c'était samedi. Ouais, il y a eu l'avant-première samedi. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui étaient au UGC de Bercy Village. Donc n'hésitez pas à en le dire. Moi j'étais là-bas aussi, j'ai vu pas mal de lecteurs, pas mal de fans de One Piece, c'était cool de ouf. Du coup voilà, en tout cas en matière d'ambiance, on a passé un super bon moment. Il y a eu un quiz au début, un quiz One Piece, mais les questions étaient nulles. Mais franchement, le niveau des questions était catastrophique. Moi, et en plus, ils donnaient je crois que c'était des jump collector. Moi, je pense qu'ils se sont foutus de notre gueule, hein. Parce que c'était pas pour moi. Pour moi, les jumps, parce que j'ai eu un pote qui a gagné un jump. Et du coup, moi, j'ai regardé collector. Oh, j'ai douté, je vous avoue, j'ai douté que ce soit collector, parce que pour moi c'était un jump normal, quoi. Collector de quoi après c'était, moi le jump que mon pote a gagné, c'était un jump, tu sais là où il y avait l'affiche, comment on appelle, tu sais l'affiche avec les 4 Yonko là, avec Luffy, je crois que c'est le jump qui contenait le chapitre 1055 ou 54, je crois c'est 54. Qu'il a gagné, et du coup pour moi ça c'est pas du tout collector, mais pourquoi pas, ça fait un bon goodies, et bien sûr gagner ça c'est sympa, il y avait des cartes One Piece ou une connerie comme ça,
Mais franchement, les questions, c'était niveau maternel. Hein. C'est vraiment pire que maternel. Pour moi, il n'y avait rien de dur. Genre, combien de frères et sœurs a Sanji comment s'appelle le bateau de Shanks quelle collaboration, quelle est la dernière collaboration de One Piece avec un animé genre Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, etc. Pour moi, ce genre de choses, si t'es au minimum à jour, vas-y, t'es calé. Et j'ai été étonné qu'il y ait des gens même qui se sont trompés sur ce type de questions. Moi, je voulais pas, je voulais pas répondre aux questions parce que peut-être ma voix, je me suis dit dans ma tête, peut-être que ma voix elle est trop atypique. Du coup, si je prends le micro, peut-être il y a des gars, ils vont dire attends, j'ai déjà entendu cette voix, merde. Du coup, je me dis bon, on va s'abstenir. En plus, il y a mon pote qui a failli me cramer, alors que moi j'étais là incognito en train de passer juste un bon moment. Et le gars il a dit hey, tuberculose. Et je lui ai dit ta gueule. Ta gueule, je t'ai rien demandé toi. Tu vois. Et du coup on a passé en soi on a passé un super moment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi j'ai kiffé le ciné. Mais après passer un bon moment devant le film, oui. Maintenant si tu veux être objectif, ça c'est autre chose. C'est autre chose parce que bien sûr le film te fait passer un bon moment, là jamais je dirais le contraire. Tu vois. Donc voilà. Mais après, pour revenir à la base du film, pour vous expliquer un petit peu comment ça c'est, qu'est-ce que raconte le film, qu'est-ce qui m'a étonné, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que moi, en fait, au départ, j'avais un très gros préjugé sur le film Red. En fait, je m'attendais à avoir une pain-bêche, tu sais, habituelle. Tu sais, la fille à sauver, la fille casse-couille là, tu vois. En tout cas, Uta elle l'est, hein, je vous assure que Uta elle est casse-couille. Mais elle m'a surpris. Pourquoi elle m'a surpris? Parce qu'au départ, moi je m'attendais de ouf à ce que ce soit la Vivi 2.0 à sauver mes couilles, je sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était Uta, c'est plutôt la méchante de l'histoire. Et ça m'a surpris. Honnêtement, je vous avoue que ça, ce détail-là, moi, il m'a surpris de ouf. Parce que je m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais à ce que Uta soit kidnappée ou une connerie comme ça. Et puis, t'as Shanks, Luffy, etc. qui débarque, qui essaie de la sauver. D'une manière ou d'une autre. En fait, ça a été le cas, mais un peu différemment. C'est pour ça que ça m'a pas dérangé. Mais la base même de ma conception du film qui était de tu sais, Roméo et Juliette façon faut sauver la princesse, je sais pas quoi, ça a pas été le cas parce que c'était elle l'ennemi final. Et du coup, ça, comme je l'ai dit, ça m'a pas mal surpris. Du coup, bah, comment débute le film? Le film débute avec un gros son hein, de Uta qui chante, voilà, enfin classique. Après, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient dérangés par la musique, ce qui est, même moi à un moment donné, ça me cassait un peu les couilles, mais après moi, moins que les autres, parce que j'étais prévenu de quelque part. J'étais prévenu parce que Oda, il avait dans son message sur le film Red, pas le dernier, mais le précédent. Il avait dit justement, je crois que c'est dans l'SBS du tome 103, je crois, où il disait justement qu'il y aurait 7 chansons dans le film. Donc à partir du moment où on te dit il y aura 7 chansons dans le film, ça veut dire que bah en fait c'est une comédie musicale quelque part. Donc moi j'étais pas du tout, je m'attendais à ça. Et du coup, bah finalement, moi, le côté musical de Uta ne m'a pas du tout, on va dire, surpris ou déplu, c'est un grand mot. Moi, il m'a pas déplu, mais quelquefois un petit peu dérangé parce que c'était trop forcé. Genre, elle chantait tout le temps, on dirait que c'était Alice au pays des merveilles ou la Reine des Neiges, tu vois. Genre, dès qu'il lui arrivait un malheur, hein, ta gueule. J'étais pas jusqu'à ce point-là, mais c'est vrai que c'était à la limite de ça en fait. C'était dès qu'il se passait un petit truc, elle se mettait à chanter. Et du coup, bah, je comprends
que les gens, ça ait dérangé certains, mais à un moment donné, les mecs, vous allez voir un film, tu sais, avec comme le personnage principal, tu sais, c'est le personnage principal quand même, c'est une chanteuse. Donc vous croyez quoi? Vous croyez que elle n'allait pas chanter? Tu vois, donc bien sûr qu'elle allait chanter. Donc moi, tous les gars qui étaient là, qui étaient ouh, hey, ça me saoulait de ouf. Par contre, les ouh, je sais pas quoi, hey, oh, calme-toi frère, t'es là, tu regardes une meuf, le personnage principal c'est une chanteuse. Donc qu'est-ce que t'as à ne pas comprendre de ça, tu vois? Mais bien sûr qu'elle allait chanter. C'est gênant un peu. Parfois, parfois, je te jure que il y avait, tu sais, une onde de malaise qui traversait tout mon corps à chaque fois que je voyais les réactions de certains. J'étais trop mal à l'aise. Je me dis, mais parfois, il y a comment dire, les fans de One Piece, parfois, ils abusent de ouf. Ils étaient là, ouh, quoi? Calme-toi, c'était une chanteuse, c'était normal. Et bref, du coup, tout le long du film, au début, ça va. Au début, genre, quand elle a commencé à chanter, tout le monde était là. Tout le monde était là, était en train d'observer et tout. Et quand elle a fait sa première, deuxième chanson, c'était tout le monde ok, tranquille. Et après, je pense que c'est à la troisième, quatrième, cinquième là que les gens commençaient à ouh. J'ai dit, je comprends que ça puisse déranger, mais de là à huer alors que tu savais que c'était une chanteuse qui allait venir après, enfin qui était le personnage principal. Je pense que les retenues auraient pu quand même, il aurait dû y avoir un peu de retenue quand même autour de ça. Mais après, parce que ça cassait juste l'ambiance, mais de manière générale, il y avait une très 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 bonne ambiance. Mais les musiques, je sais pas pour certains, il y a des musiques qui sont pas mal ouf, mais d'autres pas trop. Hein. D'autres pas très très emballées. Mais voilà. En tout cas, le film, comme je l'ai dit, commence avec un. Le film commence avec une chanson de Uta. T'as les Mugiwara en gros qui étaient fans de Uta et du coup qui étaient là à ce concert, qui observaient et tout. Pourquoi pas, hein. Et du coup, à la fin de la chanson, le fils se rend compte qu'en fait c'est Uta. Bon, déjà, ça j'ai soufflé à ce moment-là. J'ai soufflé parce que c'était tellement nul la manière dont ils ont connecté Uta à Luffy que moi j'ai pété un câble. Genre moi je me suis posé la question, mais du coup comment se fait-il que après on le comprend plus tard parce que je saute vite fait quelques scènes, mais là après on comprend qu'ils étaient dans une scène, mais ça m'a quand même étonné que Luffy n'ait pas pu identifier Uta, parce que les mecs oui c'est nul en fait, non c'est moi qui me trompe parce que non, ce que je dis est faux, j'avais raison dès le départ. Luffy, ils sont allés voir le concert de Uta, mais en fait Luffy, son équipage est allé voir le concert de Uta, mais en fait Luffy connaissait déjà Uta. Donc moi je pose la question, mais du coup qu'est-ce que tu viens foutre là alors que les Mugiwara ils répètent depuis au moins 2 heures Uta, et Luffy genre il a pas capté que c'était Uta. Du coup ça m'a, la manière dont ils ont connecté Luffy à Uta, ça m'a un petit peu gêné. Je me dis mais bon, vous auriez pu faire mieux quoi. Vous auriez pu faire mieux, genre même que Luffy assume qu'il allait voir le Uta, ça fait longtemps qu'il est, tu sais, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu, du coup bah c'était intéressant de les connecter et tout. Mais bon, la connexion comme je l'ai dit, elle était pour moi pas très correcte. J'ai vu une remarque de Anthony Van Douy qui demande est-ce qu'il chante le bon rhume de Sake, enfin de Binks pardon. J'ai confondu. Est-ce qu'il chante le bon rhum de Banks? Je te le jure que je disais à mon pote tout le long du film, j'ai dit mais franchement Uta on est en train de le huer là, mais si elle se met à chanter Binks no Sake, ça va devenir une dinguerie. Je pense que tout le monde va la kiffer, mais j'ai pas compris pourquoi elle a pas chanté Binks no Sake. Moi ça m'a foutu un peu le seum aussi. Je dis mais c'est bizarre, pourquoi elle a pas chanté Binks no Sake? En plus t'as Shanks, t'as l'équipage de Luffy, c'est une chanson qu'il chante assez souvent, mais ça aurait été une opportunité incroyable de vendre Uta, tu sais, parce que moi je sais que le film au départ c'était en fait c'était pour créer ce qu'on appelle
un vocaloïde ou une vocaloïde, je sais plus si c'est féminin ou masculin, mais c'est un hologramme au Japon où la plus connue c'est Hatsune Miku pour ceux qui connaissent, et du coup bah la licence One Piece veut créer son propre vocaloïde, et Uta il a commencé déjà à faire des concerts au Japon et tout, et en live, et du coup je pense que c'était l'objectif, c'était vraiment ça, c'était de vendre cette vocaloïde Uta, et d'en faire comment dire, d'en faire la future star au Japon pour des concerts où la chanteuse elle est virtuelle, ou voilà. En tout cas pour ce point de vue là, je pense qu'ils ont mis des gros moyens pour réussir. Et d'un côté t'avais aussi Uta qui est canon à l'histoire, parce qu'elle apparaît dans le chapitre 1055. Donc dans le chapitre 1055 elle apparaît. Et du coup voilà, mais moi j'ai pas compris, en fait il y a plein de choses que j'ai pas compris, mais c'est vrai que ça, comme tu le dis Anthony, elle a pas chanté Binks no Sake, et c'est vrai que c'est bizarre de ouf, et je sais que Ado, la chanteuse de Uta justement qui fait sa voix de chanteuse, et elle a chanté Binks no Sake sur YouTube, il me semble aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas dans le film, et ça pour moi je pense que ça aurait été le détail qui aurait en fait qui aurait fait aimer Uta au final, tu vois. C'est le détail qui aurait fait aimer Uta, et surtout c'est dommage aussi parce que d'un côté il n'y a pas eu un featuring avec Brooke. Moi j'ai halluciné, je me dis attends, là t'as Brooke c'est un musicien, t'as Uta c'est une musicienne, genre vous avez pas fait un crossover entre les deux pour sortir des bangers et tout, genre même ça il n'y a pas eu ça. Ça aussi ça m'a étonné que jusqu'à la fin du film il n'y a pas eu un crossover Brooke Uta. Bref, donc du point de vue musical il y avait que Uta, et en plus elle n'a même pas sorti des sons qu'on connaît, ou même qu'elle chante tu sais c'est un film, ils peuvent tous se permettre, genre elle chante We Are ou je sais pas quoi, des conneries comme ça. Donc c'est vrai qu'ils ont fait vraiment pour moi des erreurs, moi j'appelle ça des erreurs, parce que ils ont tout fait, ils ont mis tout en œuvre pour vendre Uta en tant que vocaloïde, en ramenant mais du fanservice, mais du full partout. Il y a des personnages, je te jure, ils apparaissent mais ils servent à rien du tout. Ils viennent juste pour envoyer un coup de pied, comme Katakuri par exemple. Il vient, Katakuri débarque, il met un coup de pied et puis c'est tout, tu vois. Et c'est tout. Bon. C'est tout. Du coup, il y a plein de trucs comme ça qui se passent, où genre vraiment tu comprends rien du tout. Tu te dis mais attends, comment c'est possible? Même tu sais, les amiraux ils débarquent juste pour se faire mettre un coup de pression par Shanks, et puis qui déclarent que oui bon on va pas se battre contre devant des civils et tout, déclencher une guerre devant des civils là maintenant, qui est encore de la merde, parce que Akainu il donne l'ordre d'abattre tous les gens qui étaient contrôlés par Uta. Bon bref, ça c'est encore saute des étapes là, mais pour vous dire en gros comment fonctionne le personnage de Uta dans le film. En gros elle a un pouvoir qui s'appelle le Uta Uta no Mi. C'est le pouvoir de la musique si tu veux, et du coup en gros il y a une partition maudite, interdite, qui s'appelle Toto Musico, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et cette partition en gros elle a quand elle est chantée, et cette partition a la capacité d'invoquer le roi démon, une connerie comme ça. Et ce roi démon, parce qu'en fait le pouvoir d'Uta permet voilà c'est ça, c'est Toto Musica, c'est ça la partition maudite. Merci Jotaro. Et du coup, bah, en fait, sa chanson permet de contrôler les gens, etc. Et franchement, ce qu'elle a fait au début, moi, ça m'a surpris de ouf au début quand elle a maîtrisé Oven, les Mugiwara. Franchement, moi, je me dis, mais attends, c'est une Yonko Uta. On était tous surpris, tu vois. Je dis, mais attends, c'est une Yonko. La meuf, elle vient de anéantir les plus grandes forces de One Piece, mais en un claquement de doigts. J'ai été choqué quand j'ai vu ça. Je me dis, mais attends, ça, c'est plus qu'un niveau Yonko, ça. Si t'arrives après Luffy, il l'a pas vraiment. Si, il avait attrapé aussi Luffy, mais elle avait fait une dinguerie. Après,
par après tu comprends que c'est dans un rêve, et comme c'est dans un monde tu sais de rêve, elle est capable de réaliser tout ce qu'elle veut. Du coup là tu dis bon, ok, bon là comme c'est pas les vrais corps des même si ça change bien sûr, c'est à dire que eux ils peuvent se bouger, utiliser leur pouvoir, etc., mais comme c'est dans un rêve, elle a quand même pas mal de contrôle. Et il faut comprendre comment fonctionne son pouvoir pour pouvoir voilà, la contrer. Et du coup, mais bon, au début, ça m'avait pas mal surpris. Et après, tu relativises un petit peu du fait que ce soit un monde fictif. Mais c'était au début, c'était super intéressant. Et le film avait pour moi très bien commencé avec la Uta qui prend un air genre ok, vous voulez pas vous arrêter de vous battre, ok, bah je vais vous défoncer. Parce que ici, c'est moi la plus forte. Et ça, j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé ce moment-là. Mais plus tu avances dans le film et plus le film devient chiant. Il devient chiant, on va dire, de manière globale. En tout cas, autour de Uta, il se passe pas grand-chose chez les Mugiwara et tout. Mais franchement, ils ont forcé, hein. Ils ont créé des chibis du Sony, ils ont créé un chibi de Beppo, ils ont créé un chibi de Blueno. Mais franchement, ils y allaient pas de main morte, hein. Ils y allaient vraiment dans la mignonnerie, dans le, tu sais, vraiment dans le goodies, dans le truc. En gros, tous ces éléments qui seront réunis autour de Uta pour faire tu sais, pour des éléments commerciaux, tu vois. À la fin, une fois que le film sera sorti, tout le monde aura découvert Uta, etc. On pourra la vendre avec tous ces goodies là. Du coup, franchement, pour moi, c'est un coup marketing qui est exceptionnel. Mais en matière de contenu au niveau du film, on n'a pas été servi, hein. On n'a pas du tout été servi. Mais bref, on va y venir. Du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, le film il commence, les Mugiwara, voilà, ils rentrent dans le tas, tout le monde se fait capturer, tout le monde comprend qu'en fait, bah, Uta, en vrai, c'est une dinguerie, cette meuf, elle est folle, elle a pété un câble, qu'est-ce qui lui arrive? On croyait que c'était la meuf qu'il fallait sauver, bah, en fait, pas du tout. C'est plutôt l'ennemi principal. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ça, c'est un élément j'ai dit, oh, ça m'a surpris, ça. Et du coup, on apprend par après qu'en fait, c'est la fille de Shanks et que Uta a grandi aux côtés de Luffy. Ben, oui, a grandi aux côtés de Luffy parce que je ne vais pas vous donner ce détail pour l'instant, mais Uta connaissait Luffy et c'est canon. Ça, par contre, c'est totalement canon, hein. Uta, elle était à Fushia avec Luffy, etc. Et puis voilà, ils ont grandi ensemble. Et puis un jour, il s'est passé un truc. Shanks voulait que Uta réalise son rêve de devenir une grande chanteuse. Du coup, il l'a ramenée dans un village qui s'appelle, sur une île qui s'appelle, j'ai oublié comment, mais c'était l'île de la musique. En gros, c'était là où il y avait tous les conservatoires, tout ça. Et c'était une école, une espèce d'école, et c'était l'endroit où Uta normalement voilà, aurait pu s'épanouir, tout ça. On apprend la musique, mais Uta, quand Shanks il lui a dit que il allait la laisser là pour qu'elle puisse s'épanouir et tout, Uta a refusé. C'est Elegia, voilà, Elegia, merci Bannibal, Elegia. Et du coup Shanks lui a dit qu'il la laisse là pour qu'elle apprenne, qu'elle étudie et tout, et devienne une grande chanteuse. Uta a refusé parce que c'était la musicienne de l'équipage et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas quitter Shanks parce que Shanks, quelque part, c'est son père. Uta considère Shanks comme son père réel, et Uta l'appelle d'ailleurs Shanks plutôt que papa. Pourquoi? L'explication a été donnée. C'est pourquoi Uta l'appelle Shanks, parce que c'est aussi son capitaine. Comme elle c'est la musicienne de l'équipage, bah, elle l'appelle capitaine ou Shanks, tout simplement. Bon, ce petit détail, c'est vrai que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette attention autour de ça. Pourquoi elle l'appelle pas papa et elle l'appelle Shanks. Et du coup, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est que Uta, on la laisse sur cette île. Elle voulait pas partir au départ, mais il va se passer un incident que je vous dis pas tout de suite parce que je vous raconte l'histoire. C'est qu'il va se passer un incident et c'est Shanks qui va se faire accuser parce que l'île va être détruite, etc., etc. Et du coup, Uta, quand elle va se réveiller, elle va se rendre compte que Shanks est en train de se barrer avec son trésor et tout, le trésor de l'île. Et il y a beaucoup de monde en fait qui sont morts, l'île a été dévastée, etc., etc.
Et du coup, là, tu te dis, mais merde. Et là, franchement, c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, ça nous a mis un gros doute parce que même moi, j'étais choqué. Je m'étais là, mais attends, putain, Shanks, il vient d'anéantir une île. Et je pense que vraiment, quand ils font un focus sur Shanks qui bouge avec les trésors de l'île, ça nous a vraiment. Moi, ça m'a. Attends, mais Shanks, en fait, vraiment, le mec, il poursuit dans cette idée de mastermind. Le mec, il peut détruire une île comme ça, sans raison. C'est vrai que moi, au début, j'étais curieux. Là, ça a piqué ma curiosité. Je me dis, oh putain, Shanks, il est capable de faire ce genre de truc. Donc vraiment, le mec, c'est un ennemi, quoi. Un ennemi vraiment où il faut faire attention et tout, tu vois. Et du coup, bah, spoiler, non. Comme on s'en doutait un petit peu, Shanks n'est pas capable d'anéantir une île entière comme ça. Et du coup, quelque part, ça, même si les événements du film Raid ne sont pas spécialement canons, en tout cas le déroulement des événements qui se passent sur cette île ne sont pas canons, on comprend quand même une chose autour de Shanks. Shanks, c'est quand même une bonne personne. Il a un plan, il a des trucs pour le One Piece, etc. Mais c'est une bonne personne, c'est pas un méchant. Et j'ai bien aimé que le film puisse le préciser. Shanks, c'est pas du tout un méchant, mais c'est un pirate, ça reste un pirate, donc c'est-à-dire que lui peut massacrer un équipage pirate sans broncher ou quoi, ou des marines, ou voilà, c'est parce que c'est ses ennemis, mais en soi il est pas méchant. Mais ce qui s'est passé, c'est que Shanks, justement, il a récupéré les trésors d'Elegia pour qu'on puisse lui faire porter le chapeau et que Gordon ne puisse pas être poursuivi, lui et Uta, comme responsable de la destruction d'Elegia. Et du coup, bah, le coup était plutôt bien joué et j'ai trouvé ça quelque part stylé. Et autre chose aussi qui m'a surpris, c'est que tu sais, quand on a vu les premières images du film Raid, je m'attendais à ce que Gordon soit le méchant de l'histoire. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, il y a quelques contre-pieds du film qui m'ont pas mal surpris, parce que j'avais une conception au départ sur certaines choses, mais il s'est avéré, voilà, il s'est avéré qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Et j'ai plutôt bien apprécié, mine de rien, sur ces petits détails-là. Du coup, voilà, l'histoire avec Gordon, qui était, pour moi, Gordon, c'est un personnage excellent, franchement, c'est un personnage incroyable. Pour moi, dans le film, c'est vraiment le personnage qui te touche, le personnage qui ramène quelque chose d'intéressant, voilà. Et comme tu le dis très bien, Luciano, c'était justement pour ne pas mettre la responsabilité sur Gordon et mettre en danger Uta. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que dit Coco? Mon vrai souci, c'est cette histoire de quiproquo. J'ai déjà l'impression d'avoir vu ça 100 fois et sans m'ennuyer. Ben, c'est normal. C'est normal. Le schéma a été plutôt classique. Hein. Le schéma était plutôt classique, mais c'est juste que nous, ce qu'on attendait du film, en fait, c'était pas vraiment ça. Du coup, bah voilà. Mais voilà. Mais Gordon, pour moi, c'est, si je devais dire homme du film, pour moi, c'est Gordon, tu vois. Homme du film, Gordon et haut la main. Pour moi, ce personnage vraiment est dommage qu'on l'ait pas plus mis en avant, raconter son histoire, etc. Je pense que si on avait fait un développement, parce que c'est un très grand, comment on appelle, le mec là qui tient la baguette, comment on appelle, merde, le nom, mais m'a échappé. Un maître de cérémonie, non, c'est pas un maître de cérémonie quand même, c'est comment on appelle un... Oh, putain, j'ai oublié le nom. Bon, bref. En tout cas, j'ai ce mec-là. Je pense que si on avait fait un petit focus sur son passé, chef d'orchestre, exactement, Jotaro, merci. Voilà, c'est un très grand chef d'orchestre. Et je pense que ça aurait été très intéressant de faire un petit focus sur l'histoire d'Elegia. Ça aurait intéressé les gens. Ça aurait intéressé les gens d'apprendre un petit peu comment, tu sais...
comment Elegia s'est installée, parce que c'est quand même une ville assez impressionnante, et je pense que c'est une île assez impressionnante, et c'est une île canon à l'histoire de One Piece. Donc je pense que faire un focus sur l'histoire d'Elegia, l'histoire de Gordon, comment il a bâti ce conservatoire de musique, etc., qui était mondialement connu, etc. Moi je pense que ça aurait été vraiment super stylé, mais malheureusement ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, et c'est ça que j'ai pas compris, parce que justement l'histoire One Piece, c'est les détails des îles, les détails des personnages, la profondeur des personnages qui nous intéressent en soi. Avoir une fille qui hurle du début jusqu'à la fin du film et qui se prend pour la méchante de l'histoire, et qui veut absolument jouer ce rôle, je trouve ça quand même pas mal dommage de ne pas avoir mis en avant Gordon, parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'est mon homme du film, et c'est l'homme qui aurait mérité d'avoir un peu plus de focus, parce qu'il était posé, intelligent, qui avait un background, etc. Et en plus il a protégé Uta, soutenu Uta, élevé Uta malgré les dingueries qu'elle a fait, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais c'est Uta qui avait détruit Elegia avant, parce qu'elle avait éveillé Totomiziko pour voilà, en gros, les gens de Elegia l'ont poussé à trop chanter jusqu'à réveiller quelque chose, et ce truc-là, lui a ramené la partition maudite, et elle l'a lu sans savoir, et du coup, ça a déclenché, ça a réveillé le roi démon, et du coup, ça a foutu le feu sur l'île, et c'est Shanks qui a battu la première fois Totomiziko, parce qu'il était pas très balèze à l'époque. Et puis voilà. Donc le truc, c'est que oui, voilà, c'était intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail, parce que là, on a raconté un petit peu les grandes lignes du film, les éléments qui vont devenir intéressants, c'est l'arrivée de Shanks. L'arrivée de Shanks, déjà ça, c'est bizarre. Shanks, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique, parce que peut-être les gens ils ont pas fait attention, mais il y a un truc moi avec Shanks qui me surprend de ouf. Soit il y a un pouvoir quelque part caché qui fait que soit je ne comprends pas. Le mec, les événements se passent avec Uta et tout, elle est en train d'essayer de détruire le monde, je sais pas quoi, voilà, et d'un coup Shanks pop comme ça, quoi. Il pop et il arrive. Bon, d'ailleurs, à ce moment-là, quand il arrive, toute la salle a crié, quoi. Mais Shanks, il débarque. Du coup, moi, je me suis posé la question. Je me dis, attends, ce mec, lui, à chaque fois, il sort de nulle part. Mais comment il fait? Comment il fait, ce mec, pour apparaître partout, quoi? La dernière fois, c'était... la première fois c'était à Marineford, le mec il a débarqué de partout, enfin, de nulle part, genre tu te dis mais comment il a fait, là dans le film le mec il sort de nulle part, tu sais même pas mais attends, comment t'as fait, est-ce il voyage à travers l'espace, je sais pas, j'ai pas compris comment il a fait. Mais bref, ça c'est un truc, c'est une interrogation vraiment. Je pense que Shanks, soit dans son équipage, il a un mec qui est capable de tu sais, un fruit façon Bluno, tu vois, genre qui permet d'ouvrir des portes, soit un pouvoir qui permet directement de téléporter, genre la téléportation réelle, tu vois. Je pense qu'il y a un mec dans l'équipage de Shanks qui est capable de faire ça. Sinon, je m'explique pas comment ce mec-là il apparaît comme ça, quoi. Bref, donc dans le film. Je vous rassure hein, tout de suite, hein. Ou je vous rassure, je vous inquiète tout de suite, Shanks il a rien foutu dans le film. Hein. Je vous le dis très honnêtement, il a rien foutu du tout. Le mec il était là, la plupart de ses attaques on les a pas vues. On n'a pas vu ses attaques. En fait il a envoyé des attaques, mais c'était des attaques ultra classiques. Il a envoyé des coups d'épée, ce qui est normal en soi. Donc est-ce que c'était impressionnant? Pour moi c'est pas... Moi ça m'a pas impressionné du tout, ça m'a pas du tout impressionné. La seule chose on va dire qui est intéressante, mais on va en parler, c'est au moment où il balance un coup de Haki des rois, tu sais, au point de mettre Momonga, de mettre un pied
un genou à terre à Momonga, donc qui est un vice-amiral. Donc c'est-à-dire que le haki, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le haki des rois de Shanks est si puissant que même un vice-amiral, on va dire, qui n'est pas le plus fort des vice-amiraux, enfin l'un des plus forts des vice-amiraux, il ne peut pas se tenir debout face à Shanks. Donc ça c'est intéressant. Et à Momonga on l'a vu vite fait, mais il a mis un genou à terre, tellement le haki des rois de Shanks était puissant. Donc, c'est-à-dire que si on veut caricaturer, simplifier, c'est-à-dire que les seuls capables de tenir debout face à Shanks, c'est les amiraux. Là, on l'a vu, Fujitora et Kizaru étaient debout. Mais ça, on va en parler. Donc oui, comme le dit Litiano, oui, Momonga c'est un, oui, Momonga c'est un faible, hein. Oui, ça on est d'accord, il est pas ouf Momonga, parce que même Hancock était l'a fait flipper en fait. Après Hancock c'est Hancock, hein, mais voilà, c'est vrai qu'il est pas étonnant quand même, Momonga. Momonga c'est une merde, donc on le calcule même pas, ce fou. Mais c'est vrai que les amiraux étaient debout et ils étaient grave impressionnés par le haki des rois, mais Fujitora finalement il a dit bon, on va pas se lancer une guerre maintenant. On va pas lancer une guerre maintenant devant ces civils, chose que moi je n'accepte pas. Par contre ça, à la limite, tu vois, dans le chapitre dans le chapitre 1054, chose d'ailleurs que j'avais dit dans ma review du chapitre 1054 ou 55, je sais plus, je crois que c'est 54 ou 55, je sais plus, j'ai oublié. À la limite, tu vois, quand on avait parlé justement des amiraux qui ont combattu les Révos, et que t'as Kurama, enfin c'est pas Kurama, oui je crois que c'est comme ça, je sais plus, le cheval noir là, son nom j'ai oublié, le capitaine de la branche criminelle de la marine, qui disait oui mais ils ont eu du mal à se battre, ils ont eu du mal en fait à se battre à Marijoa, voilà, et du coup Akainu qui dit oui, mais c'est normal. Moi, ne sais même pas de leur chercher des excuses. Moi, j'avais expliqué une chose à ce moment-là. Je vous ai expliqué que, en fait, ne cherche pas à leur donner des excuses de Akainu. Voilà, c'est ça, Kuruma. Merci, Jotaro. À ce moment-là, en fait, moi, dans ma tête, c'était très clair. Akainu, quand il dit ne cherche même pas à leur donner des excuses, ça voulait dire quoi? Ça voulait simplement dire que Akainu, pour lui, et d'ailleurs ça a été prouvé, ce que je disais a été prouvé dans le film, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est important. Akainu, il dit ne cherche même pas à leur donner des excuses, ou ne leur cherche pas des excuses. En fait, là, ce qu'il fallait comprendre à ce moment-là, c'est que Akainu, lui, sa conception de la justice, c'est on est face à un ennemi dangereux, parce que lui, il peut, on va dire, essayer de protéger des civils, etc. Mais la priorité d'Akainu, lui, il se dit, dans sa tête, les dégâts collatéraux, c'est pas grave, tant qu'on peut éliminer quelqu'un qui est capable de faire 10 fois pire de ce que nous, on peut faire pour éliminer cette menace. Donc, c'est-à-dire que pour Akainu, quand il y a les Révos qui combattent les amiraux, pour Akainu, quitte à tuer des dragons célestes, quitte à tuer des civils, des innocents, il s'en bat les couilles parce que l'ennemi, les révolutionnaires, représentent un danger plus grand que ces gars-là qu'on va effacer de l'histoire. Donc pour lui, il n'y a pas d'excuse à avoir parce que il fallait tout déployer, quitte à détruire Marijoa, quitte à détruire Redline, on s'en fout, il faut éliminer les mecs qui sont prêts à tout détruire et à anéantir le monde ou à foutre le chaos dans le monde. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme ça qu'il fallait comprendre les choses. Donc effectivement, il y avait cette raison. La raison, elle est réelle du fait que les amiraux, ils n'ont pas pu se donner à fond parce qu'ils auraient pu détruire Marijoa ou faire des innocents, etc. La raison, elle est vraie. Mais Akainu ne l'accepte pas. Et à ce moment-là, moi, j'étais d'accord avec ça. Et j'étais d'accord avec ce côté-là que, ok, Akainu, c'est Akainu, justice extrême, etc. Donc pour lui, il n'y a pas d'excuse à l'échec. Ok, on accepte. Mais le problème que j'ai avec le film, c'est que Akainu, justement, a prouvé ce que moi je disais sur le fait que Akainu, lui, il s'en bat les couilles des dégâts collatéraux tant qu'il peut éliminer des ennemis plus dangereux. Et justement, dans le film Red, c'est Akainu qui donne l'ordre d'exécuter
civils qui étaient contrôlés par Uta et qui combattaient la marine et l'équipage de Shanks. Donc c'est lui qui a ordonné l'exécution de ces gens-là. Et du coup, on voit des marines qui étaient en train de tirer sur des civils. Et à un moment donné, t'as Fujitora qui dit... j'ai oublié la phrase exacte, dites-la moi dans le chat si vous vous en souvenez, mais il y a Fujitora qui dit à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si je n'étais pas capable de fermer les yeux, si je n'étais pas capable de fermer les yeux, je m'aurais pas ôté la vue, ou une connerie comme ça. J'ai oublié la phrase exacte, mais il faut me la retrouver cette phrase, parce qu'elle est hyper importante. Il dit une phrase comme ça, si je n'étais pas capable de fermer les yeux, je ne me serais pas ôté la vue, tu vois. Ou si j'étais capable de fermer les yeux, je ne me serais pas ôté la vue. Je crois que c'est soit l'un, soit l'autre. Mais cette phrase-là, elle est intéressante. Je pense même que c'est la deuxième. Mais cette phrase-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que Fujitora, ce bâtard, il participait à l'exécution des civils. Ce bâtard, il participait, comme je vous ai dit, à l'exécution des civils. Donc c'est-à-dire que ce mec-là, alors qu'il nous a fait des grands discours sur Alabasta, oui, on peut pas, je voulais pas déployer toute ma puissance sur Alabasta pour les civils, etc., etc., truc, je sais pas quoi, et tout, pour au final abattre des civils. Je crois que lui, il a pas abattu des civils, mais en tout cas, il participait, il n'est même pas en train de retenir les marines en leur disant, par quoi éviter d'exécuter des civils ou tirer leur dans sur la jambe ou une connerie comme ça, tu vois. Et du coup, t'as Fujitora, il était là, il participait en fait, même si on n'a pas vu à proprement parler tuer quelqu'un, il ne l'a pas fait, mais il participait à l'exécution des civils. Donc lui, il est pour arrêter l'équipage de Shanks, ou je sais plus, arrêter Uta, ils étaient prêts à tuer les civils qui étaient là pour pouvoir atteindre Uta. Voilà. Donc il a bien participé. Et là, ce qui se passe, c'est que au moment où Shanks déploie son haki des rois, t'as Fujitora qui dit vaut mieux en rester là parce qu'on ne va pas se battre. Il dit vaut mieux en rester là parce qu'on ne va pas se battre devant ces civils ou voilà. Mais moi, je l'ai regardé, quand j'ai vu cette phrase, je me dis, mais il se fout de notre gueule, Fujitora. Franchement, ce mec, soit les mecs qui ont fait le film, ils ont tellement pas compris le personnage de Fujitora, du coup, ils ont fait n'importe quoi. Mais si ce truc-là a été validé par Oda, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça ne correspond pas du tout à Fujitora. Déjà, premièrement, il aurait dû ne pas être d'accord à l'exécution comment dire? Il aurait dû ne pas être d'accord pour l'exécution des civils pour atteindre Uta, tu vois. Donc, quand il dit cette phrase-là, moi, ça m'a titre. Et du coup, j'étais vraiment étonné, en fait. J'étais vraiment étonné. Donc, il y a Ad95 qui dit qu'il n'a pas dit ça. Donc, oui, il a dit, oui, si, il a dit vaut mieux éviter de déclencher une guerre et mettre les civils en danger. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Mais c'est exactement ce que je dis là. C'est ça qu'il dit. Donc moi, je me dis, mais attends, tu te fous de ma gueule. Tu viens de mettre les civils en danger. T'as tes marines qui étaient en train d'exécuter des civils. Tu participais dedans. Et à aucun moment t'as dit qu'il fallait pas faire ça ou je sais pas quoi. Le mec, il était là derrière et il rajoute une phrase. Il dit, oui, mais si j'étais capable de fermer les yeux, je ne me serais pas ôté la vue ou une connerie comme ça, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est du foutage de gueule. Mais vraiment, c'est du grand foutage de gueule. Et j'ai pas compris. Pour moi, soit c'est une erreur du film, soit c'est une très grosse erreur du film, soit il se fout de notre gueule. Soit il se fout de notre gueule, littéralement. Voilà, donc moi je vous le dis clairement, la phrase que dit Fujitora, pour moi ça sonne typiquement comme une excuse et c'est de la merde. Je vous le dis clairement, c'est de la merde. Parce que il aurait juste pu dire à Shanks, oh calme-toi, ce n'était pas notre objectif de vous arrêter, donc on reporte cet affrontement à plus tard. Tu vois, tu dis ça, c'est fait.
Mais t'es là, tu te contredis en disant que oui, on peut pas déclencher une guerre et mettre en danger les civils. Arrête tes conneries. T'étais là, tu tuais des civils. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, moi honnêtement, j'ai pas accepté Fujitora. Moi, je l'avais bien soutenu dans le chapitre 1054 et je soutiens encore dans le chapitre 1054. Mais dans le film, clairement, je peux pas accepter ça. Non, là, il se fout de notre gueule. Il se fout clairement de notre gueule. Donc, en soi, comme je vous l'ai dit, Shanks, il a pas foutu grand chose. Il a rien branlé. Il a fait une apparition pour vendre l'album de Uta, ce qui est bien. Il a bien vendu l'album. Donc pour moi, clairement, le film, c'était pour la promotion d'Uta. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ce qui a été fait pour vendre l'album de Uta. Et l'album, je pense, sortira bientôt au Japon. Et Uta va faire des concerts. Ça, c'est certain. Vous l'aurez entendu ici. Hein, ça, même quand Uta commencera à faire des concerts, je vous le rappellerai, ça. Donc oui, Shanks était en tournée de promo. Et je pense que l'album a été bien vendu. Et l'album est dans les bacs. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et Shanks, il m'a déçu dans le film, clairement. Il m'a full déçu, ce fou. Mais vraiment, je m'attendais à ce qu'il se passe des dingueries, mais en fait, il a rien foutu. Et il a fait juste une apparition pour faire une apparition, et qui n'était pas du tout pertinent. Enfin, ça l'était d'un côté, parce qu'il a aidé à détruire Toto Musica, mais au final, on n'a rien vu de lui, à part le Haki des Rois qu'on a vu dans le film, enfin dans le 1055. D'ailleurs, moi, ça confirme la théorie qu'on avait à l'époque, quelques semaines, où on disait justement que le chapitre 1055 et 1054 était juste là en gros pour vendre le film Red. En gros, ce chapitre a été dessiné exprès pour vendre le film Red, et c'est ce qu'on a vu en fait. C'est exactement ce qu'on a vu, parce que même Uta était dans le chapitre 1055. Donc voilà, franchement où Shanks il s'est foutu de notre gueule. En fait, il a rien foutu. Ces attaques, honnêtement, là aujourd'hui, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez retenu de Shanks dans le film? Non. En fait, ils sont clairement, Shanks, franchement, pour moi, Shanks, c'est la déception du film. Ils se sont foutus de notre gueule avec lui. Mais comme d'habitude, de toute façon, moi, je m'y attendais. Ça. Moi, je savais que Shanks, il allait rien faire du tout. Et moi, il m'a déçu, mais ni plus en fait. J'ai pas une déception profonde, parce que je savais qu'il allait faire exactement ce qu'il allait faire en fait, tu vois. Donc voilà. Rien d'intéressant autour de Shanks, parce qu'on n'a rien vu, on n'a rien compris. La plupart de ses attaques étaient hors champ. Il a envoyé des trucs, on voyait pas. À un moment donné, il avait une épée enflammée, et puis c'est tout quoi. Pour moi, c'était pas du tout intéressant. Voilà, rien à foutre. Pour moi, franchement, Shanks, déception. Tu le sors du film. J'ai du pareil au même quelque part, tu vois. Il a fait des actions, mais je veux dire du pareil au même dans le sens où il n'apporte rien au lecteur. Rien du tout au lecteur. Mais on va parler de quelques infos qui ont été dévoilées, qui sont super intéressantes. Du coup, l'autre élément aussi qui est super intéressant, c'est la connexion entre Yasop et Usopp. C'était intéressant parce que on a compris que Yasop avait la même capacité que Usopp. Ça c'est cool, ça c'est cool. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quelques capacités de l'équipage de Shanks. Par exemple, Ben Beckman a montré qu'il possédait le Haki, donc déjà ça c'est intéressant pour les balles de pistolet de Haki. On a vu Yasop utiliser le même pouvoir que Usopp, et on a vu aussi, j'ai oublié comment il s'appelle, Elstar, je sais plus, un truc comme ça, le mec, le gars, il ressemble à un homme de Cro-Magnon, j'ai oublié comment il s'appelle exactement, mais il semble que c'est un cyborg, une connerie comme ça. Il utilisait le même, cette espèce de laser comme Kuma. Donc voilà.
Donc on a eu quelques infos autour de l'équipage de Shanks, donc c'était pas ouf, mais la connexion Yasop-Usopp était intéressant, mais on le voyait plus du point de vue de Usopp que de Yasop. Mais juste ce détail-là de leur donner un aspect du pouvoir de Yasop, de comment il se bat, ça c'était intéressant. Donc c'est à dire que le mec il a un pouvoir tellement puissant qu'il est capable de connecter quelqu'un qui est dans une autre dimension. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça, parce que moi je m'attendais à ce que Yasop ait une capacité comme ça. Et donc quelque part on peut comprendre pourquoi Usopp il a aussi ce type de capacité. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est intéressant. Maintenant du côté de Luffy, bon, Zoro, Sanji, Nami, tout ça, en fait, ils ont rien branlé. Ça, il faut se le dire clairement, ils ont rien foutu. À part, tu sais, comme d'habitude dans tous les films, tu sais, à la fin, le boss final, tout le monde charge le boss final pour essayer de le niquer. Donc voilà, c'était du côté des Mugiwara, ils ont rien foutu, donc voilà, on peut pas dire qu'ils ont fait grand chose. Donc voilà, mais même Luffy, il a pas fait grand chose. C'est ça qui est tellement énervant. Même Luffy, il a rien foutu. Enfin, il a fait quelque chose, mais quand je dis il a rien foutu, il faut comprendre quand je dis ça. C'est-à-dire que ce qui était donné, il a fait des choses, mais la plupart des éléments étaient hors champ. Et très peu explicites. Il n'y a eu que des éléments implicites en fait. On faisait que de l'implicité. Je sais pas pourquoi ils essayaient de faire ça. Ils faisaient que des trucs implicites. Et à la fin, ils dévoilent le Gear 5. Je rompiche, je ronfle, je grrr. Non, mais ils ont dévoilé le Gear 5 et j'ai kiffé. Non, mais j'ai kiffé, mais je vais vous expliquer. J'ai kiffé, mais j'avais les yeux dans le vide en fait. Parce que déjà, le Gear 5 a été affiché genre en gros plan. Et puis de dos, et puis pas grand chose, on n'a pas vu grand chose. Le Gear 5 était inutile, on l'a sorti juste là pour faire mousser. Oui, c'était pour faire mousser. On n'a pas vu le Gear 5 en action, hein. On n'a pas du tout vu le Gear 5 en action. On a vu des planches, on peut appeler ça des planches, hein. On a vu des planches, mais en soi, le Gear 5 n'a pas fait grand chose. Du coup, c'était clairement et purement du fanservice, parce que les gens, ils savaient que si le Gear 5 apparaît de cette manière, ça allait faire crier les gens, ça allait faire parler. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais en soi, le Gear 5, il a apporté, parce qu'il a donné le coup final, si tu veux, mais on l'a pas vu. Du coup, comme on l'a pas vu, c'est pas intéressant pour le lecteur. Moi, est-ce que ça nous intéresse de nous raconter l'histoire, le combat Akainu Aokiji, si c'est off-screen, en fait? Ok, c'est intéressant parce que les deux ils sont affrontés, mais nous on l'a pas vu, donc notre plaisir n'a pas été au rendez-vous, donc moi je m'en fous. Donc c'est l'effet que ça me fait, même si on a crié au moment, tu sais, quand on a vu le Gear 5, on a applaudi parce que le Gear 5, mais on s'attendait pas à ce que Luffy ne branle rien avec le Gear 5, ou en tout cas les animateurs ne puissent pas nous montrer au moins une grosse attaque intéressante sur le Gear 5. Et en plus le Gear 5 était full en blanc, même pas les yeux étaient en rouge comme annoncé, etc. Donc il aurait permis un peu de voir les couleurs et ça. On n'a rien vu en fait. On n'a rien vu, je vous le dis. On n'a rien vu du tout. Et puis bah voilà, le film il se conclut comme ça. Les trois informations dont je vous ai parlé qui sont assez intéressantes quand même. C'est le fait que Uta a été retrouvé dans un coffre, et Shanks, au moment où il a retrouvé Uta dans un coffre, il s'est rappelé de la même chose, parce que Roger et Riley l'ont aussi trouvé dans un coffre. Et du coup, ça c'est intéressant. Donc là, déjà, ça confirme le fait que Shanks a été trouvé par Roger et non juste pris sur une île qu'ils avaient détruite, etc. Ils l'ont trouvé dans un coffre.
Donc ça c'est la deuxième information. Troisième information, c'est que Shanks descend d'une famille qui s'appelle Flagrante. J'ai oublié exactement. Dites-moi sur le chat c'est quoi le nom de la famille de Shanks, parce que comment on le sait ça, c'est que Uta, quand on dévoile que c'est la fille de Shanks, t'as un des Gorosei qui dit du coup c'est une flagrante ou une comme ça, c'est une flagrante. En gros vraiment il était surpris, du coup c'est ok, c'est donc il fait partie de cette famille. Donc c'est là maintenant on connaît le nom de famille de Shanks. Donc j'ai oublié le nom exactement, donc si vous l'avez n'hésitez pas à l'envoyer sur le chat, je suis curieux parce que moi j'ai retenu que le flagrant, je sais pas quoi, mais j'ai pas retenu le nom exact parce que c'est passé tellement vite. Autre chose aussi intéressant, c'est que il y a eu des informations annexes parce que il y a eu un livre sur le film Red qui est sorti sur des informations qui sont canons, et dedans on apprend que Shanks, on apprend plusieurs informations. On apprend que Shanks a été trouvé sur God Valley, donc ça veut dire que Shanks, cette famille là c'est une famille de nobles, donc forcément Shanks est un dragon céleste. Ça c'est le première information, donc on peut comprendre quelque part pourquoi Shanks était aux côtés des Gorosei, parce qu'il a appris son histoire et on l'a compris. Donc ça c'est la première information. Deuxième information, on sait que le mec à l'époque quand il se rendait à Fushia, il avait une prime d'1 milliard de berry, donc ça veut dire que à l'époque Mihawk se battait contre un mec qui avait déjà 1 milliard de berry sur sa tête. Donc vous voyez déjà le niveau de Mihawk, c'est un monstre. Dans un coin, mais ils ont le même nom de famille. Alors Shanks a trouvé Uta dans un offre, mais ils ont le même nom de famille. Stop. Non, Shanks c'est... Non, en fait, j'ai pas compris ce que t'as dit, Clément. Mais Shanks, il a été trouvé dans un coffre. On a parlé de son nom de famille. Et on sait, grâce au tome annexe qui est sorti sur le film Red, que Shanks a été trouvé à God Valley. Donc, c'est une famille de nobles. Voilà, parce qu'il a été trouvé dans un coffre au trésor. En gros, les Ténébridos, ils l'ont caché. Voilà, il dit Firlan. Oui, il s'appelle Firlan Shanks, je pense. Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit un Di, parce que les Ténébridos ne sont pas des Di. Et d'ailleurs, les Ténébridos, leurs ennemis, c'est les Di. Donc je ne pense pas que Shanks soit un Di. Ça, pour moi, c'est clair. Shanks n'est pas un Di. C'est Firlan Shanks. Comme vous l'avez, donc merci déjà de me rappeler ça. Donc Firlan Shanks, et on croyait, justement, les dragons célestes croyaient que Uta c'était une Firlan. Et voilà, mais l'information est passée très très vite. Et du coup, oui, voilà ce qu'on apprend à peu près dans le livre annexe du film Red, justement. Donc honnêtement c'est plutôt intéressant. Donc est-ce que j'ai oublié des choses autour du film? Non, je ne pense pas que j'ai oublié des choses. Je crois que je vous ai parlé à peu près de tout ce qui m'a dérangé, aimé, kiffé, tout ça. Maintenant, si je fais un bilan général du film, pour moi, en fait, en soi, le film Red... Alors, en soi, le film Red, je vous le dis très honnêtement, les mecs qui vont regarder le film en streaming, ils vont se faire chier à mort. Ils vont se faire chier à mort. Je vous le dis, hein. Ce film n'a de plaisir. Ce film n'a de plaisir que si... le film n'a de plaisir que si tu le regardes au ciné. Parce que l'ambiance des fans, parce que les cris, parce que etc. C'est ça en gros qui fait que bah tu prends plaisir en fait à kiffer le film. Mais ce film là, si tu le regardes tout seul dans ta chambre, non, ça passera pas. Moi je te dis clairement ça passe, parce que quand t'es solo, tu réfléchis beaucoup.
Quand c'est solo, tu réfléchis au moindre détail, tu peux te concentrer sur le moindre détail, et si tu commences à focus sur les détails du film, tu vas grave te faire chier. Mais si tu le regardes avec quelqu'un, là ça passera un peu mieux. Mais c'est un film clairement fait pour le ciné, parce que les fans vont crier, parce qu'il y aura de l'ambiance, parce qu'il y a du fan service, parce que, etc., etc. Les gens ils crient, ça parle, ça... Et là, il y a du mouvement autour du film, donc le film passe mieux et tu passes un bon moment. Mais très honnêtement, le film n'est pas regardable pour moi en streaming, et clairement, moi personnellement, si je regardais ce film en streaming, il me ferait tellement chier, et je pense que j'aurais du mal à le terminer. Je pense qu'à un moment donné je me serais endormi, comme Stampede d'ailleurs. Stampede c'est exactement la même chose. Stampede, je vous le jure, j'ai jamais vu la fin. Je me suis endormi 3 fois d'affilée. À chaque fois je le mets en streaming, j'essaie de le regarder avec ou solo, je m'endors à chaque fois. Je sais même pas comment Luffy a battu Boulette. Je sais même pas, je vous le jure. Et le film il est sorti je sais plus, ça fait combien d'années là, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Je m'endors à chaque fois. À chaque fois, je m'endors. Parce que, en fait, les films, pour moi, c'est pas comme les films d'avant de One Piece. Et c'est ça qui est dommage avec ce que nous produit aujourd'hui. Je pense que le dernier film potable, ou voire même l'un des meilleurs films de One Piece, c'est le film Z. Z, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait une histoire, il y avait une trame, vraiment une histoire à raconter. Ça allait d'un point A à un point B et ça concernait full les Mugiwara. Il y avait de l'émotion, il y avait plein de trucs. Mais la plupart des films qui sont sortis là dernièrement, c'est que du full fan service. En gros, en fait, ils entassent des personnages. Moi, par exemple, si je devais donner un exemple, là, t'as Katakuri qui apparaît dans le film. Il apparaît juste derrière Shanks. Et Shanks il lui demande que vient faire le fils de Big Mom ici, tu vois. Et Katakuri dit ouais, ben c'est pour sauver ma soeur. Il met un coup de pied et on le voit plus du film. Il met un coup de pied tout pété qui sert à rien du tout, hein. Il met un coup de pied tout pété qui sert à rien du tout et le mec il disparaît du film. Donc moi je vous pose la question, ce genre de truc ça sert à quoi? Ça sert à quoi de ramener des personnages pour ramener des personnages, tu vois? Ça sert absolument à rien. Du coup, les gens ils peuvent me dire oui, mais il faut qu'on soit léger sur les films, il faut pas trop calculer, Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce que je dis, c'est que pour moi, les films ne racontent plus rien. Parce que pour moi, quand un film raconte quelque chose, ça t'intrigue et tu passes un super bon moment. Mais quand le film ne raconte rien et que c'est full du fan service, bah bien sûr que t'es pas content, tu vois. Tu n'aimes pas. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. Donc voilà, du coup, je ne sais pas trop quoi dire, mais alors juste attendez, parce que là il y a un mec là qui vient sur le Discord, et je vais voir ce qu'il a envie de me raconter. Yo mec, est-ce que tu m'entends? Yo, Opé, t'es là? Oui, Ouais, je t'en- ouais, tu m'entends, c'est bon? oui, exactement, oui. Ouais, tu voulais dire quoi? C'est pourquoi t'es là? T'avais un truc à dire? Bah, c'est pas forcément par rapport au film, Ah, ben, mais du coup, là. c'était par rapport à quelques trucs, quoi, pour débattre sur quelques trucs, s'il y a pas de problème. Ah non, aujourd'hui, on fait pas de débat. C'était juste un débrief du film Bah, Raid. genre, Non, pas de souci. T'inquiète. j'aurais juste des questions sur le film, du coup. Ouais, vas-y, pose-moi. Bon, je vais en prendre une Euh, quand même parce qu'il faut que je bouge bientôt. Du coup, vas-y, Vas-y, pose-moi vas-y, une. y a pas de problème. Du coup, Shanks, quand il a utilisé son Haki des rois, on est d'accord que c'est pas clair parce que le film, je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu quelques scènes. Ouais. Parce que la scène que j'ai vue, elle était pas claire. Du coup, c'est pas Kizaru qui est tombé, c'est Non, mon manga. ouais, c'est mon manga qui est tombé. C'est pas Kizaru. Exactement. Donc, est-ce que ça, du coup, ça fait que Ryugu, est-ce que ça fait de lui une fraude parce que Kizaru, il était là, les mains dans la poche, Ryugu, à 100 000 km, il se fait paralyser. Bah, de toute façon, non, en fait, Kizaru, non, c'était pas le même coup de haki. C'est différent. En fait, dans le film, on voit une projection de haki, on va dire, sur une zone plus large.
Donc c'est-à-dire que toutes les personnes faibles qui sont dans ce périmètre, ils vont tomber et vont pas pouvoir supporter le haki de Shanks. Ça c'est différent. Mais ce qu'a lancé Shanks sur Ryukyu, c'est différent. C'était un haki ciblé, c'est-à-dire que certes les personnes qui sont à proximité de ce haki vont ne pas le supporter, mais on a bien vu qu'il y avait une onde qui est partie jusqu'à connecter comment dire Aramaki. Donc c'est différent. Et du coup, ce haki l'a paralysé, ce qui est différent. Donc ça, en gros, en plus, Ryugi s'attendait pas. Il s'est retrouvé instantanément bloqué et il pouvait pas bouger. Et du coup, c'est pour ça qu'il a dit moi, je suis pas là pour me battre contre vous, mais en tout cas, du moins pas tout de suite. Donc, mais du coup, je sais pas, excuse-moi, tu coupes la parole. Vas-y. Du coup, je sais pas aussi si tu as remarqué, mais les amiraux, à chaque fois qu'ils rencontrent Shanks, je sais pas comment dire, mais c'est comme si ils veulent pas se battre contre lui. Ils veulent pas se battre. Du coup, le fait que Shanks soit, entre guillemets, confirmé être un dragon céleste, ça explique, du coup, pourquoi. Oui, je pense que je commence à comprendre maintenant pourquoi les amiraux évitent Shanks, en fait. Ils veulent pas se battre contre Shanks. Moi, je pense que son statut de Tenryubito n'a pas du tout été enlevé, parce que sinon, il serait pas Marijoa et il serait pas parti sans dégâts. Moi, je pense que ils le considèrent comme un Tenryubito, mais ennemi, genre. C'est pas un mec, on va dire... ils sont pas en accord avec lui, mais ils respectent le fait que ce soit un Tenryubito. Tu vois, c'est un peu comme Doflamingo à l'époque. C'était un Tenryubito. Il avait des privilèges, il avait tout ce que tu veux. Mais c'était aussi un pirate. Mais eux, ils savaient pas comment réussir à le destituer. Et du coup, ils ont attendu qu'il abandonne son statut. Qu'il se fasse battre pour qu'il puisse le capturer et le neutraliser plus facilement. Donc je pense qu'il y a une raison précise pourquoi les mecs ils attaquent pas les Tenryubito. Donc faut voir. Ouais. Parce que même Akainu à Marineford, Akainu on le connaît pour être justice, faut les éliminer, tout, je sais pas quoi. Shanks il arrive, on lui dit d'arrêter, il arrête. Ça déjà c'est bizarre. Ouais, c'est ça, il se passe forcément des choses bizarres autour de Shanks et je pense que ça explique aussi pourquoi les amiraux ils n'attaquent pas. Moi je pense que oui, ça s'explique quelque part pourquoi les mecs ils attaquent quasi jamais. Ouais, sinon merci, passe une bonne journée et voilà, c'était tout. De rien, merci à toi aussi. Vas-y. Merci. Du coup, oui, pour terminer et conclure dans ce que je disais, donc déjà, je tiens à vous rappeler, les gars, que le live sera disponible sur Goldie sur la live. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés là-bas, allez vous abonner à Goldie sur la live. Vous tapez juste point d'exclamation Rediff sur le live. Et normalement, vous aurez le lien, je viens de le taper, vous aurez le lien de la chaîne et le live pour ceux qui ne l'ont pas vu en entier. Le live sera là-bas. Donc, je rappelle encore une fois que c'est un live débrief du film Raid que j'ai vu en avant-première hier. Et du coup, c'était le moment de vous donner mon ressenti général du film, puisque je l'ai vu au ciné. Et puis voilà. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a passé un bon moment autour du film. C'était super cool. Mais ce n'est pas un film qui mérite d'être vu solo, quoi. C'est pas un film à regarder solo. On va trop se faire chier. Et je vous disais aussi que c'est la raison pour laquelle moi c'est ce qui s'est passé avec Stampede, c'est que je le regardais chez moi et à chaque fois je m'endormais parce qu'il raconte pas grand chose. Et c'est que du full fan service. Les personnages font juste des apparitions par-ci par-là. Et on rajoute des personnages juste pour les rajouter, pour faire bander les fans au ciné. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de truc. Moi, j'aime quand il y a une vraie histoire, comme les films d'avant de One Piece, où là, t'avais vraiment un point A, un point B et une conclusion. Et clairement, les films d'aujourd'hui, tu vois clairement que c'est calculé comme du business, tu vois. Le film Raid, c'était pour vendre je ne sais quoi. Là, le film Stampede, c'était pour vendre quelque chose. Là, Raid, c'est aussi clairement pour vendre des goodies et l'album de Uta.
Et créer une Vocaloid au Japon, une nouvelle Vocaloid au Japon. Et c'est chose faite parce que Uta commence à donner des concerts, donc je pense que c'est fait exprès pour ça. Et puis voilà, donc pour moi, je veux bien qu'il y ait des films, on va dire, fanservice, mais il faut quand même qu'il y ait une logique dans le film. Pourquoi tu ramènes tel personnage, pourquoi tu le fais apparaître. Et moi, je pense que mettre un amas de personnages juste pour les mettre là et faire kiffer les fans, ça n'a aucun intérêt, parce qu'il faut qu'il y ait de l'intérêt à ce que... il faut qu'il y ait de l'intérêt derrière les personnages, il faut qu'ils aient une histoire à raconter, des actions à faire. Pour moi, tu ramènes Katakuri pour qu'il mette un seul coup de pied, ça sert à quoi? Donc les gens ils peuvent dire oui, mais fallait juste rester léger, kiffer le film. Bah moi je vous le dis, je suis honnête avec vous, j'ai kiffé le film parce que j'étais au cinéma, j'ai passé un bon moment, etc. Mais après, une fois que tu as regardé un truc, que tu fais ton bilan général et que tu prends du recul, tu prends de la hauteur et que tu regardes de manière globale, bah en fait le film c'est du foutage de gueule. En fait le film il est pas intéressant du tout. T'as juste 2-3 petites informations qui sont canons, qui sont intéressantes pour la suite de l'histoire de One Piece, de la trame principale. Uta est canon si on veut, mais de manière générale, le fanservice n'a même pas été bien utilisé en fait. Même le fanservice n'a pas été bien utilisé. Tout a été centré sur Ota, elle ne faisait que chanter, même si on était quand même prévenu. C'était une comédie musicale, c'était voilà. Mais après, les points positifs, c'est que au ciné, il y avait une bonne ambiance. Tu passes un super bon moment quand tu poses pas ta réflexion sur le film. Chose que tu pourras faire difficilement quand tu seras solo chez toi. Du coup, pour moi, si je devais mettre une note sur 10 à ce film, je lui mettrais un 4. Un 4 sur 10. Et je dirais même que pour moi, c'est le pire film One Piece, honnêtement. De tous les films One Piece que j'ai vus, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Mais, comme je vous l'ai dit encore une fois, quand tu le regardes au ciné, ça n'empêche pas de passer un super bon moment, parce que l'ambiance est importante dans un cinéma, tu vois. Donc en soi, si vous allez voir le film, ne vous attendez à rien du tout. C'est pas quelque chose de très intéressant. Si vous kiffez des personnages, des apparitions des personnages, vous regardez et puis voilà. Mais ce film, je vous le dis très honnêtement, ce film c'est du foutage de gueule. Hein. C'est pour vendre un album. Et je sens que c'était un promoteur. Luffy, non, je te frappe pas outil. Franchement, si j'étais Luffy, patate. Hein. Patate. Moi, je croyais vraiment jusqu'au bout, je croyais que Luffy, il allait mettre une grosse patate à Uta pour le sortir de sa boîte, truc comme ça. Mais jusqu'au bout, il ne l'a pas frappé. Après, il a dit oui, je t'ai pas frappé parce que mes poings sont devenus comme des balles de pistolet. Oui, ok, si tu veux, mais voilà. Donc pour moi, clairement, c'est le pire film. Donc, UFR Family qui n'est pas d'accord avec moi, bah, si tu considères qu'il y a un autre film encore pire que Red, j'aimerais bien que tu me le balances, parce que même en matière de chorégraphie de combat, de fluidité de combat, on voyait rien du tout. Pour vous dire, hein, l'animation, elle est pas ouf. L'animation de la chorégraphie des combats, il y a eu quelques scènes où c'est extrêmement bien animé, mais de temps en temps, en fait, ils switchaient. Entre l'ancienne animation et la nouvelle animation. Et il y avait que les plans qui n'étaient pas dynamiques, qui étaient bien dessinés, comme le plan où tu voyais Big Mom parler, où elle était assise sur une chaise, où tu pouvais qu'animer sa bouche. Donc là, c'est bien fait. Mais la plupart du temps, ça sert à rien. Genre, par exemple, Big Mom, elle fait une apparition dans le film. Mais en fait, finalement, elle fait rien du tout. Tu vois, c'est juste une apparition. Elle dit, oh, le fruit a l'air intéressant. Je sais pas quoi. Et puis c'est ça. Mais pour moi, clairement, c'est le pire film. Je suis désolé. Pour moi, Red, c'est le pire film possible qui aurait pu être créé jusqu'à là. J'ai pas vu mieux. Hein. Donc, il y en a qui disent oui, là, One Piece 3D. Alors, je vais me rappeler de ce film, parce qu'il y en a, j'ai vu, ça fait longtemps. One Piece 3D. Bah, est-ce que One Piece 3D, on le compte, en vrai? Est-ce qu'on le compte, One Piece 3D? Pour moi, c'est pas un film qu'il faut compter, hein, en vrai.
Pour moi, ce film, c'était du foutage de gueule à l'époque, mais c'était un délire. C'était un délire. Alors, je t'attends. Je check. Non, pour moi, ce film, c'était aussi du foutage de gueule, mais moi, je le compte même pas parmi les films. Parce que pour moi, clairement, la volonté du film et les deux volontés. Enfin, le film One Piece Red, pour moi, One Piece 3D et Red, c'est pas du tout la même chose en fait. One Piece 3D, c'était plutôt un concept. Et le film Red, c'est vraiment un film qui peut être comparé aux autres animés, etc., etc., tu vois. Alors que One Piece 3D, tu le compares à quoi? Donc pour moi, c'est vraiment un film exception qui compte parmi les films de One Piece, mais qui n'est pas à comparer. Pour moi, c'est peut-être le pire, mais comme il n'est pas comparable aux autres, parce que c'est de la 3D, pour moi, le pire, au jour d'aujourd'hui, c'est Red. Parce que Red, pour moi, comme je l'ai dit, c'est de la promo. C'est pas un film où tu es là pour apprendre des choses de ouf. C'est de la promo. On apprend juste des informations canon, mais le pire, c'est que ces informations canon qu'on a appris sont déjà sorties dans le livre annexe du film Red. Donc, au final, ça sert à rien du tout. Donc pour moi, comme je l'ai dit, tu peux passer un super bon moment devant ce film au ciné avec tes potes, avec les fanboys, etc. qui crient de partout. Ils peuvent te foutre dans l'ambiance, les applaudissements, tout ça, tout ce qui va avec. Tu peux super passer un moment, mais en soi, d'un point de vue objectif, le film il est pas ouf. C'est du foutage de gueule. Bon, après, quand je dis foutage de gueule, je me comprends. Foutage de gueule, c'est dans le sens où, en gros, ils ont beaucoup teasé le film. Mais en fait, au final, c'est une déception. C'est une déception. Et ça rejoint exactement ce que je disais il y a 9 mois. Moi, je vous avais dit que pour moi, le délai est trop short. Pour moi, c'était pas possible de sortir un film de qualité avec ce délai. En 9 mois, tu sors un film? Non, arrête. Tu peux pas, tu vois. Donc pour moi, le projet du film One Piece Red, le projet derrière le film One Piece Red, c'était Uta. C'est ça, je vous le dis. Et pour moi, il y a une grosse manipulation autour de ces films et je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Mais ce film, il est sorti 9 mois plus tard, juste pour Uta. Uta a été créé exprès pour que One Piece puisse avoir sa Vocaloid. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas... en fait, c'est pour ça qu'ils ont plus focus sur Uta, sur ce qu'elle est capable de faire, sur son chant, etc. etc. Juste pour qu'on puisse la mettre le plus en avant. Et puis voilà, moi je pense que vraiment ce film c'est un braquage parce qu'au Japon, il a fait top 1 dans le box-office. Moi je comprends pas comment tu fais faire avec top 1 avec... Mais je pense que c'est la hype qu'il avait autour parce qu'on on se disait il y aura Shanks, etc. Mais au final, Shanks il a rien foutu du tout. Et du coup, grosse déception. Grosse déception du film. Voilà, pour moi, c'est limite, ils nous ont arnaqué. Ils ont arnaqué et puis voilà. Pour moi, à l'heure actuelle, je suis désolé, mais c'est le pire film. C'est le pire film One Piece que j'ai vu. Le pire, c'est que j'ai même pas ressenti d'émotion dans le film. En dehors, oui, avec l'ambiance, comme je vous ai dit, mais dans le film, zéro émotion. Zéro émotion. Rien. Donc il y a Clément qui demande pourquoi Big Mom est présente. En fait, pour rien du tout. Justement, Clément, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que tu as des personnages qui apparaissent pour apparaître. Il y a des personnages qui ne servent à rien du tout. En gros, c'est des personnages qu'on fait apparaître pour faire apparaître. Rien du tout. Qui ne servent à rien du tout. Shanks apparaît, mais 90% de ce qu'il fait, on ne le voit pas. Du coup, à quoi ça sert de dire que c'est un film où on va voir Shanks se battre? Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations qu'avant. On n'a pas plus d'informations que les informations qu'on a du chapitre 1055. On n'a rien du tout. Le chapitre 1055 nous spoil une grosse partie du film, en fait, de comment Shanks se bat. Et d'ailleurs, pour savoir si Shanks se bat, il suffit juste de jouer au jeu vidéo One Piece. Et là, on se rendra compte que... en fait que Shanks, ce qu'il fait dans le film, c'est pas étranger. On a déjà vu Shanks se battre comme ça dans les jeux, etc. Donc on n'apprend rien en fait dans le film. Je vous le dis honnêtement, on n'apprend rien. Shanks ne sert à rien.
Et pour moi c'est du foutage de gueule, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour du film. J'espère vous avoir donné mon débrief du film. Si vous kiffez ce type de débrief de film, etc., moi je peux en faire sur Twitch, sur d'autres œuvres si vous voulez. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch. Hein, vous tapez point d'exclamation Twitch. Voilà. Et vous aurez ma chaîne Twitch et on se fera des reviews comme ça de chapitres, de films, etc. Et je vous partagerai mon avis sur ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me donner de la force sur Twitch. Moi en tout cas voilà. Au moins vous êtes prévenus du film. Si vous comptez, moi je vous recommande hein, si vous avez envie si vous avez envie d'aller le voir, n'hésitez pas, hein, mais allez-y au ciné plutôt que de le voir en streaming parce que vous allez vous faire chier. Maintenant, moi je ne mettrai pas un billet dessus parce que moi on m'a offert des places, donc j'ai de la chance. Mais personnellement, moi je m'étais juré de ne pas mettre un billet dessus. Donc voilà, j'ai tenu ma parole, j'ai vu le film, j'ai passé un bon moment, mais globalement, c'est de la merde. Voilà, ça c'est dit. Globalement, c'est de la merde. Donc voilà, et il y a Clément qui demande est-ce que j'aurai le lien annexe du volume Red. Non, en fait, il n'est pas encore sorti. En France, mais je sais qu'il y a pas mal de traductions déjà qui traînent sur Twitter, etc., etc. Du coup, voilà. Donc, va sur Twitter, tape. T'as plein de comptes Twitter qui relaient les infos. Je crois que tu peux aller sur le compte de. Comment il s'appelle ? Eurojapan, je crois. Soit Eurojapan, soit. J'ai oublié l'autre. Mais Eurojapan, tu trouveras plein d'infos sur le volume Red. Donc voilà. Donc comme le dit Ilyes, oui, c'était bien quand même pour l'ambiance, etc. L'ambiance était cool. On passe un bon moment grâce à l'ambiance, justement. Mais pour ce qui est du film, de manière globale, il y a zéro émotion. Tu prends pas d'émotion. Et les musiques ne sont pas du tout ouf. Après, j'imagine que les fans de K-pop, ils vont être en délire dessus. Mais pour les gens normaux, ou pour les gens normaux, c'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment. Voilà. Donc, mais comme je le dis encore une fois, si vous voulez aller le voir, let's go les gars, let's go. Mais personnellement, c'est mon avis, je mettrai pas un billet dessus. Et j'ai pas mis un billet dessus, pourtant je vous ai fait le débrief. Donc je pense que par des voies, vous pouvez trouver des solutions pour aller voir le film de manière truc, ou faites carrément un cinéma, voilà, chez vous, invitez vos potes. Projeter le film, je crois que le film est sur Crunchyroll, il me semble, mais je suis pas sûr. Faites une projection et puis voilà. Donc voilà. Voilà tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc n'hésitez pas à me donner de la force comme je l'ai dit sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cette chaîne, et à vous abonner aussi à Goldie Soul en live. C'est là où vous retrouverez la rediff de ce live. Et pour la suite des événements, bah écoutez les mecs, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne journée et une bonne fin de journée. Et on se capte. Normalement il n'y a pas de chapitre cette semaine, donc je sais pas, peut-être qu'on se fera un petit live quiz le vendredi pour s'amuser un petit peu. Le temps d'attendre le prochain chapitre. Et puis voilà, donc je pense que durant la semaine, peut-être on se fera des petits lives sur Twitch. Donc c'est pour ça que je vous dis d'aller sur Twitch. Et puis voilà. Donc voilà. Bonne journée les gars. Et à très vite.